Ok, donc on commence. Donc je suis Carmen González Valles, je suis directeur de la table ronde Don Cornet et Poulpe. Aujourd'hui, on va parler que de Son Cornet, ce sont deux tables rondes indépendantes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai rejoint SFP en 2016 et j'ai travaillé depuis 2016 jusqu'à maintenant avec surtout les marchés du sud de l'Europe. Et maintenant, mon rôle a changé un petit peu et j'ai un rôle un peu plus technique dédié à coordonner ces deux groupes des céphalopodes, comme je disais, indépendants. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui ce que fait, ce qui est une table ronde, Supply Chain Roundtable, les modèles que nous avons développés dans les 10 dernières années, un peu comment cela s'intègre dans le travail des SFP. Donc, parfois, je vais sortir un peu de ce qui est la présentation plus stricte. La présentation, c'est juste un soutien après à partager avec vous pour que vous ayez toute l'information quelque part. Mais parfois, je ne vais pas suivre exactement ce que les diapos, les slides disent. Après, j'aimerais présenter pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pourquoi nous avons considéré et les personnes qui ont pu partager avec vous cette information intéressante d'être ici aujourd'hui, qui sont pratiquement se limiter à quels sont les risques associés aux pêcheries d'encornet et calmar, les risques associés à la pêche illégale non déclarée, non identifiée, quels sont les risques pour les marchés et les chaînes d'approvisionnement et quelles sont les recommandations ou les ressources que nous avons à notre main. Principalement, les modèles de Supply Chain Roundtable ou table ronde, comme je vais dire par la suite, c'est un modèle qui a été établi par SFP pour travailler avec la mid-supply chain, c'est-à-dire les sociétés qui sont à la moitié de la chaîne d'approvisionnement et qui sont spécialisées dans une matière première en particulier ou dans une région. Non? Le modèle de SFP c'est une ONG, comme j'étais en train d'expliquer à certains d'entre vous. Donc, je vais reprendre un petit peu qui est SFP pour voir comment on intègre ce travail. SFP est une ONG qui travaille en partenariat surtout avec l'industrie de la pêche et l'aquaculture. L'industrie de la distribution de la pêche et de l'aquaculture, pas l'industrie productrice ou extractive. C'est un modèle qui a commencé il y a à peu près 20 ans à la demande des grandes chaînes de distribution, des grands supermarchés ou des grandes marques comme McDonald's ou Disney même, ou bien Walmart aux États-Unis et d'autres enseignes un peu dans tout le globe, qui ont des soucis par rapport à ces pratiques de responsabilité corporative. Non? Et donc, dans ces cadres-là, faire des analyses et comprendre d'où viennent les matières premières que ces supermarchés sont en train d'acheter et qui sont en train de mettre à disposition pour les consommateurs. Donc, SFP ne fait pas partie du travail du consommateur ou de la société civile en tant que communiquer ou en tant que divulguer de l'information ou proposer des mesures aux consommateurs. Nous travaillons vraiment pour proposer des solutions à l'industrie ou pour proposer des recommandations pour implémenter des meilleures pratiques du point de vue du marché. Donc ça, c'est le premier niveau auquel nous avons commencé. Pourquoi on travaille avec ce retail? Parce que les supermarchés et les grandes marques sont ceux qui commencent à établir des engagements par rapport aux achats qu'ils font et des engagements par rapport à la responsabilité des produits associés à la pêche ou à l'aquaculture. Donc, qui est juste avant le supermarché, qui est localisé là? Bon, les producteurs, les transformateurs, les intermédiaires, les importateurs, toutes ces mid-supply chain qu'on dit en anglais, qui est normalement spécialisé dans l'importation ou dans la transformation de certains produits. De là, on passe, on va en amont dans la chaîne de production et d'approvisionnement et on arrive pratiquement aux exportateurs et à la source, non? à la pêcherie en soi-même et aux flottes. Donc, c'est comme ça que nous, à travers toute la chaîne d'approvisionnement et cette théorie, on traspasse la responsabilité et la pression pour qu'en fin de compte, les producteurs et les pêcheurs aient une reconnaissance lorsqu'ils mettent en place des améliorations. Très probablement, vous avez entendu parler des grands engagements, des grandes enseignes par rapport au MSC ou par rapport au FIP, Fisheries Improvement Project.
les projets d'amélioration de la pêche. Mais bon, il y a des choses au-delà de ça. Mais si on se reste à ce qui est la certification ou à ce qui est la performance d'une pêcherie, SFP n'est pas un organisme certificateur et nous ne sommes pas un écolabel. Même si vous allez trouver parfois le MSC reconnu dans notre recommandation, nous ne sommes pas un organisme qui labellise ou un audit ou un CAB pour le MSC, d'accord? Mais c'est vrai que nous reconnaissons que le MSC, c'est un standard qui, à un moment donné, et pour certaines pêcheries, est très performant pour mesurer durabilité, non? Et c'est ce qu'il faut tenir compte ici, non? Comment on mesure la durabilité d'une pêcherie. Si vous avez entendu des FIP, Fisheries Improvement Project, ce concept a été aussi développé par SFP il y a déjà des années. Pour moi, le concept est très ancien. Moi, j'ai travaillé pendant beaucoup d'années à bord des bateaux de pêche, notamment en France aussi, dans le golfe de Gascogne. Et pour moi, un projet d'amélioration de pêche, c'est ce que les pêcheurs ont fait depuis qu'ils ont commencé à pêcher. C'est lorsqu'on modifie, on fait une modification à bord de notre bateau ou avec nos pratiques de pêche pour améliorer la façon de laquelle on travaille et l'impact et pour diminuer l'impact sur les ressources. Aucun pêcheur ne veut pêcher un dauphin et aucun pêcheur ne veut faire du bycatch. Les pêcheurs veulent pêcher ce qu'ils peuvent vendre. Donc, ils vont essayer de faire de son mieux pour améliorer ces pratiques de pêche, non? Mais la réalité, c'est que ce qui est plus innovateur pour l'approche FIP qui est maintenant dans beaucoup de projets, dans beaucoup de politiques d'approvisionnement, c'est l'engagement de la chaîne d'approvisionnement et l'engagement de l'industrie. Je ne sais pas comment de familier vous êtes avec les FIP, mais principalement les FIP, ce qui fait, c'est un projet multipartite qui essaye d'intégrer l'industrie. Très souvent, les gouvernements, lorsqu'on parle à un niveau où la représentativité des gérants et la partie productrice et les ONG qui peuvent accompagner. Donc, les supply chain roundtables ont été construites pratiquement pour veiller à que ces produits sont bien implémentés et sont escalables à des niveaux nationaux. Par exemple, les FIP qui se passent maintenant à Pérou, en cornet géant, et on essaye de mettre toutes les parties prenantes à un même niveau. Et donc, les Supply Chain Roundtables, toutes ces entreprises qui travaillent de façon précompétitive, la Supply Chain Roundtable, c'est un groupe d'entreprises qui ont des intérêts, même s'ils sont compétiteurs dans les marchés, ils ont des intérêts en amont dans la pêcherie à améliorer. Donc, c'est ça les liens, non? Un peu les FIP, qui va implémenter les FIP, qui va surveiller les FIP. Bon, bah, très souvent, ce sont les supply chain roundtables parce que ce sont eux qui sont spécialisés dans ces matières premières et qui ont les connexions avec les exportateurs et les producteurs. Par contre, quand on parle d'un grand supermarché qui a un sourcing très varié, c'est très difficile de trouver l'intérêt à s'engager dans un produit particulier pour un produit, parce que s'ils devraient s'engager dans absolument toutes les références des produits qu'ils sont en amont dans les pêcheries, ils n'auraient pas la capacité de le faire. Donc, c'est pour ça que nous avons établi ces tables rondes. Donc, l'objectif, c'est lancer des projets d'amélioration dans les pêcheries d'origine qui ont des problèmes ou qui ont des déficiences à niveau de la gestion, à niveau de la science ou à niveau de l'impact environnemental. Et toutes ces compagnies travaillent de façon conjointe et pour essayer de lancer ces projets. Donc, je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, des questions par rapport au FIP, par rapport à ces modèles, ou quelqu'un veut dire quelque chose, ne soyez pas timide. Sinon, je continue. Comme je parle beaucoup et un peu vite parfois, n'hésitez pas à m'interrompre. On passe un peu à ce qui a été chronologiquement le développement et l'évolution de la table ronde. Donc, la table ronde a commencé notamment en 2013-2014, visée surtout à la zone Asia-Pacifique, parce qu'il y a 2 FIP qui ont été lancés à ce moment-là, notamment dans les eaux de la Chine, dans l'oligoskite de Chine, et puis un autre projet FIP ici,
dans le Japanese Flying Squid, c'est l'encorné, le Todarodes, qui est au sud du Pacifique Nord. Et en même temps, il y a d'autres projets qui ont commencé à se développer. Mais on a commencé en 2013-2014 parce que c'est là où nous avions plus de partenaires aux États-Unis et les entreprises des États-Unis étaient en train d'acheter beaucoup de matières premières dans ces deux origines. Donc, c'est là qui, normalement, avait une majeure demande. En 2016, quand on a bougé un peu vers l'Espagne et on a eu un bureau ici en Espagne et on a commencé avec le travail des marchés, notamment, comme vous devez le savoir, l'Espagne, c'est un grand importateur, mais surtout d'encorné un peu l'encorné de Pérou, l'encorné géant de Pérou, aussi les Ilex. Et après, il y avait d'autres petites initiatives qui étaient un peu dans le chemin d'atteindre la certification MSI et d'autres faits. Donc, on a décidé en 2017 de composer la Global Squid SR pour englober un peu toutes ces initiatives. Je me souviens qu'en 2017, avec Jean-Louis qui est ici aussi, on a sous-signé le protocole d'entente pour le lancement du FIP du Pérou. On a continué avec tout ce travail. Si vous voyez, à partir de 2019-2020, les FIP continuent. Il y a même la première pêcherie qui devient certifiée MSC aux États-Unis. Mais malheureusement, cette pêcherie représente moins d'un 1% de la production globale. Donc, l'impact est vraiment minimal dans les marchés. Donc, parfois, nous voulons viser à vraiment implémenter des améliorations dans des grandes pêcheries qui vont vraiment générer un impact final. Cela dit, nous avons identifié que depuis 2019, entre 2019 et jusqu'à maintenant, il y a des sérieuses évidences à propos de ce qui est en train de se passer, surtout dans les flottes de longue distance, de pêche illégale, non déclarée et non identifiée et des abus des droits de l'homme dans ces pêcheries. Donc, depuis 2020, le scope, le but de la table ronde, c'est fixer des objectifs par rapport aux certifications MSC ou FIP, mais vraiment de lutter contre la pêche illégale et contre l'abus des droits de l'homme et les abus sociaux et laboraux. Donc, depuis 2022, on a établi une nouvelle stratégie avec des critères de participation et des engagements plus forts. Et c'est ce que je vous expliquais à partir de maintenant, pourquoi et quelle est cette stratégie et pourquoi nous considérons et nous sommes en train de développer ce webinaire today aujourd'hui pour vous informer à tous de comment vous pouvez faire, de quels sont les risques quand vous achetez des encornés et quelles sont vraiment les stratégies que nous voulons implémenter. Donc, principalement, ce que nous voulons, c'est établir des critères, des projets ou des recommandations pour que les marchés puissent freiner un peu, puissent diminuer l'introduction ou avoir une vraie connaissance des importations des entreprises qui sont en train de travailler, d'où viennent ces produits, et établir des analyses de risques. Donc, on a 4 priorités stratégiques à développer en 2025, pour 2025, qui visent les 4 piliers de cette stratégie, les 4 priorités, à avoir des chaînes d'approvisionnement plus transparentes et avec une meilleure traçabilité. Donc, d'une part, on a un objectif qui est vraiment lié à ce qui est la gouvernance du groupe et la table ronde. Nous voulons plus de représentativité. La table ronde est ouverte à toute entreprise qui passent les critères qui ont été désignés dans le protocole d'entente pour joindre les groupes, lesquels je peux vous partager après le webinaire. Et puis, à travers ces stratégies et des actions spécifiques, des plans d'action annuels, vraiment améliorer cette transparence et cette traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement. Promouvoir vraiment la gestion des pêcheries basée en science, c'est-à-dire être sûr que lorsqu'il y a un stock de gestion des captures et qu'il y a des gestions adaptées à la science de pêcherie. Je ne sais pas comment de familier vous êtes avec la situation des encornés,
mais à niveau global, il y a 3 stocks, comme je vais présenter maintenant, 3 stocks qui couvrent pratiquement les 40 ou 50% de la production globale. Et seulement un de ces stocks a été récemment évalué de façon régionale. Donc, il y a un grand problème quand il y a les mesures de gestion, vraiment de s'aligner avec la science. Et puis, vraiment établir des protocoles de diligence due pour adresser les problèmes sociaux et des abus des droits de l'homme. Donc, ce sont un peu les objectifs. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant en 2023, parce que ça, vraiment, ça a été lancé en janvier. L'année 2022 a été un peu de temps de réflexion et d'atteindre des accords avec toutes les compagnies. Donc, on a signé un protocole d'entente pour la participation. On a développé un document pour des recommandations pour l'approvisionnement de produits d'encornés. Et puis, ces recommandations vont être adoptées ou devraient être adoptées par les participants de la table ronde. Et même, il y a déjà des supermarchés qui vont commencer à adopter ces recommandations dans ces specs, ces spécifications pour acheter d'encorné. Et puis, commencer à faire les premières analyses des risques des produits issus des encornés. Donc, pour ça, on a tout un plan de travail dans lequel je ne vais pas rentrer maintenant, mais on a développé tout un plan de travail avec des webinaires, des informations, d'interactionner avec des experts externes à SFP. Nous n'avons pas l'expertise, nous n'avons pas les outils, donc c'est vraiment un travail à développer. Et pour moi, finalement, ce que nous aimerions, c'est avoir un outil qui puisse être utilisé pour les compagnies, pour les sociétés, pour les acheteurs, même les acheteurs intermédiaires comme les acheteurs finaux, pour évaluer tous les risques associés aux produits d'encorné qu'ils sont en train d'acheter. Et finalement, nous avons construit, et ça c'est aussi un travail préliminaire de ce qui va être fait dans le futur, une librairie dans notre website qui est public, qui est d'accès public, où nous actualisons tous les 3 mois, chaque trimestre, avec tous les documents qui sont en train qui révèlent ou qui soutiennent tous les problèmes qui sont dans les pêcheries et même qui font des listes des bateaux, listes des bénéficiaires, des compagnies. Et donc, ça, c'est vraiment une recherche bibliographique. Ce n'est pas une librairie que nous créons, mais vraiment où nous essayons de mettre là à disposition tous les rapports qui sont dans les domaines publics. C'est un peu ce qui a été fait. On va un peu voir quelles sont les caractéristiques pourquoi ce problème des AUU, pourquoi ces risques des AUU quand on achète des encornés et où sont associés ces risques. Donc, il faut être clair qu'il y a 2 sortes de risques. Il y a les risques associés, d'une part, aux pêcheries et il y a des risques associés un peu à la chaîne d'approvisionnement. Donc, je vais un peu expliquer un peu les deux, non? Moi, pour ceux qui sont on va rentrer un peu dans les caractéristiques de ce qui sont les encornés. Biologiquement, ce sont des espèces qui, avec une vie très courte, qui sont très influencées par et très vulnérables aux conditions environnementales. Et avec ces 2 conditions-là, très difficile du point de vue biologique d'évaluer et de gérer. Il faut être conscient que la production globale, selon la FAO, que la production globale d'encornés et de calmars est similaire à la production globale de thon, autour de 4 millions de tonnes. Et c'est 1 million de tonnes qui a grandi depuis les années 70, donc plus d'un 300% qui a grandi. Et ça, c'est vraiment lié à l'expansion des flottes de longue distance en train de pêcher dans des eaux internationales. Cela dit, ce sont des estimations parce que toutes les flottes qui sont vraiment en train de pêcher, qui sont assez opaques, ne rapportent pas des données assez performantes. Il y a des pêcheries clés dans des régions
vraiment des eaux côtières, mais il y a beaucoup de stocks qui sont partagés dans les eaux internationales où il n'y a aucune réglementation et aucun regulatory framework. Donc voilà, c'est ça un peu les grands problèmes. Et après, les grands pêcheries sont vraiment dans les mains de seulement quelques acteurs. Donc, il y a 3 pêcheries principales qui représentent, comme je disais avant, plus ou moins les 40%. C'est le Dosidicus gigas, les Isles Argentinos et les Torradores Pacificus. Et selon la FAO, après, il y a une grande proportion, qui c'est à peu près les 50%, des produits issus des pêcheries d'Encornet qui ne sont pas identifiés à un niveau d'espèce. Ce qui complique beaucoup comprendre quels sont les stocks qui sont inclus dans ces données-là. Donc là, il peut y avoir plus de 7 espèces différentes avec beaucoup de différentes populations et des régions de pêche. Donc, ça complique beaucoup comprendre quelle est vraiment la structure des stocks des encornets. Après, les restes, ce sont vraiment des pourcentages très minoritaires par rapport à la production globale. Donc, on a les problèmes associés à ces 3 grands stocks et après un grand problème associé à tout le Pacifique et l'océan Indien avec un mix d'espèces qui n'est pas vraiment identifié. En termes de production globale et en termes de pays, la Chine lidère le ranking de production, mais par contre, la Chine ne pêche pas seulement dans les eaux chinoises ou dans... La Chine est distribuée un peu partout. Donc, le leader pourrait être le Pérou, qui vraiment est un producteur des eaux côtières du Pérou qui représente un 13%. Donc, ce n'est pas vraiment représentatif. L'Inde aussi représente un pourcentage assez élevé et assez important parce qu'ils pêchent dans les eaux et l'Indonésie pareil, et dans les eaux indonésiennes et dans les eaux un peu de l'océan Indien. Donc vraiment, cela est important à considérer. La production chinoise n'est pas une production, et cela dit, la Chine n'est pas en train de rapporter toutes les données à FAO, donc ça pourrait être ça c'est une moyenne des données qui étaient disponibles à la fiche stat de FAO jusqu'à 2019. Donc, ça donne un peu une idée des problèmes. Donc, principalement, cela tombe sur le panneau du IUU. Il faut vraiment très bien identifier les 3 problèmes différents parce que parfois on dit IUU et on met tout dans le même pot et dans le même sachet. Et bon, ça c'est aussi un peu controversial parce que la pêche illégale, c'est vraiment quand il y a des problèmes d'illégalité. Et un reported unregulated, c'est un peu associé à ces manques de régulation dans les bassins où les eaux distantes sont en train d'opérer. Donc, les principaux challenges associés à la pêche illégale sont surtout tous ces rapports que vous avez vus, des bateaux qui peuvent entrer dans des eaux côtières, des bateaux qui ne sont pas autorisés à pêcher dans des eaux des organisations régionales de pêche, le transbordement illégal, quand il y a des rétentions d'autres espèces, aussi la question des travaux forcés et les abus des droits de l'homme, inclut les assassinats à bord des bateaux, quand ils modifient ou ils manipulent les systèmes de transmission d'informations, ça c'est très commun, ou des bateaux qui ont 3 ou 5 dispositifs AIS ou VMS avec des différents signaux radio et des différents non identificatifs. Donc ça, ce sont des questions illégales. Et les questions illégales sont très vraiment relationnées avec la question des abus des droits de l'homme. Par exemple, l'International Labour Organization, l'Organisation internationale du travail qui appartient aux Nations Unies, a déjà fait plusieurs rapports parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont identifiés, plus de 300 jours en mer ou autour de 300 jours en mer. Ça, c'est un risque vraiment d'incursion dans abus et des travaux forcés. Je ne sais pas si vous avez été à bord d'un bateau dans votre vie, mais 300 jours sont allés à port. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas très, très agréable, surtout dans les conditions de ces bateaux et les conditions de vie à bord de ces bateaux. Donc ça, c'est un risque qui a déjà été identifié
est souligné. Il y a eu quelques années en arrière un rapport qui a été très distribué et qui a été un très bon exemple de ce qui s'est passé à la Corée du Nord avec des bateaux chinois qui entraient n'importe comment et qui ne faisaient pas attention aux conventions des Nations Unies et c'était vraiment pêche illégale. Qui a été un peu identifié par des systèmes satellitaires avec des lumières, mais aussi avec les traces des AIS. Et donc là, ça a mis en connaissance de toutes les autorités de pays du Pacifique Nord la surexploitation et surtout la manque de régulation de ces zones-là du point de vue environnemental, mais aussi social. Ça, c'est par rapport à ce qui est le plus grave, je dirais, par rapport à l'illégal. Quand on dit non régulé, non rapporté, bon, ce ne veut pas dire que ce n'est pas grave, mais c'est vraiment une autre dimension du problème. Et c'est une dimension du problème qui est associée au manque de régulation, comme je disais avant. Donc, si on va dans les trois principaux bassins, comme on a dit avant, le Pacifique Sud, Pacifique Nord ou l'Atlantique Sud ou même Sud ou même l'océan Indien, il y a seulement pour toutes les pêcheries, et comme je disais, gardez en tête que c'est la même production que le thon. Pour le thon, vous savez, toutes les organisations régionales de pêche qu'il y a, toutes les organisations en train de travailler, tous les contrôles, toutes les évaluations de stock, toute la science qu'il y a derrière le thon, avec une même production en volume, à niveau mondial, nous avons 2 organisations régionales de pêche qui ne couvrent pas et qui n'ont pas de mandat pour la gestion des pêches, qui n'ont pas de règles de contrôle et qui n'ont pas vraiment la puissance de faire effective de la gestion de ces encornés. Il n'y a même pas la science faite derrière. Notamment, c'est l'organisation régionale du Pacifique Sud, où c'est vrai que nous avons avancé beaucoup depuis les 5 dernières années. Mais par contre, pour tout ce qui est l'encorné argentin, dans l'Atlantique Sud-Ouest, il n'y a aucune régulation. Et notamment, il n'y a pas d'organisation régionale de pêche par le problème de souveraineté avec les Malvines et l'Argentine. C'est très difficile d'arriver à un accord là-bas. Et donc, ça a fait que le contexte est vraiment très compliqué. On est aussi en train de travailler là-bas depuis la table ronde. Mais si vous voyez ici, ça c'est la comparaison entre les organisations régionales de pêche qui gèrent les thons. Il y en a 4, bon, il y en a même 5 ou 6 parce qu'il y a d'autres qui ont le mandat de gérer les thons, mais aucune d'entre elles ont juste 3 qui ont quelques conservations, mesures de conservation qui ne sont pas effectives du tout ou bien implémentées pour les encornés. Donc, ça, c'est vraiment unregulated and reported. S'il n'y a pas les règles, comment nous voulons que ces bateaux ou ces flottes rapportent les informations ou aient des questions, et après, ou aient des régulations ou des mesures de gestion. C'est vraiment impossible. Et c'est vraiment le cas de l'Atlantique Sud. Et si vous voyez ici la couverture des organisations régionales de pêche, ici on a fait une petite image de toutes les organisations régionales de pêche, vous allez trouver vraiment le trou dans l'Atlantique Sud, mais il y a aussi un trou ici. Et par contre, les stocks de thon d'encornets géants, pardon, pas le thon, l'encornet géant monte jusqu'à la Californie. Donc, il y a une partie de le stock qui n'est même pas couverte par l'Organisation régionale de pêche. Et ici, dans l'océan Indien, il n'y a aucun mandat pour notamment toute cette partie-là où il y a beaucoup de pêche d'encornet, même si c'est dans les eaux côtières, mais il n'y a aucun mandat pour gérer les stocks. Et pareil ici pour la North Pacific Fisheries Commission. Donc, c'est vraiment des trous où il n'y a pratiquement rien qui se passe. Donc, ce sont les risques associés vraiment à la source, à la pêche, à la ressource, non? On va identifier maintenant quels sont les risques associés à la chaîne d'approvisionnement. Comme vous pouvez imaginer, si au départ, on a déjà des problèmes dans la régulation, ces problèmes vont monter dans la chaîne d'approvisionnement
jusqu'à la distribution. Donc, c'est vrai que il y a aussi des problèmes associés. L'encornet, c'est probablement, ou les matières premières d'encornet, c'est probablement une des matières premières les plus exportées, transformées et les plus complexes chaînes d'approvisionnement qui existent à niveau mondial. On a des exemples de encornets qui sont pêchés en Argentine, qui sont débarqués, qui sont transbordés, qui sont processés en Chine, qui viennent en Espagne, et d'Espagne, même ils reviennent en Argentine, dans les supermarchés d'Argentine. Donc, c'est vraiment fou et c'est vraiment très complexe. Et cela fait que la transparence et la traçabilité est totalement impossible, pratiquement impossible. Il y a ce manque de traçabilité. Après, ce manque de traçabilité est aussi un problème parce que les systèmes d'importation dans les différents marchés, dans les différents pays, sont totalement différents et il y a un contrôle très, très bas. Par exemple, les seules parties contratantes qui a vraiment un système d'importation, c'est l'Union européenne, à travers les certificats de capture et à travers la régulation IUU. Par contre, la régulation IUU demande des certificats de capture qui sont tamponnés par les autorités exportatrices. Mais personne ici, à l'origine, à l'arrivée, ne vérifie si les noms de ces bateaux sont vrais, sont faux, ou si les certificats de capture ont été dupliés ou utilisés une cinquantaine de fois. On a parlé avec beaucoup d'inspecteurs qui nous disent qu'ils valident les certificats de capture, mais ils n'ont pas moyen de savoir s'il y a une duplicité dans l'Europe à l'heure d'utiliser les certificats de capture. Donc, c'est vraiment un système très, très faible. Et par exemple, les États-Unis, son système d'importation, les SIM, Seafood Import Monitoring Program, ne couvre pas les céphalopodes. Donc, on est déjà, vous pouvez importer des encornets dans les États-Unis sans qu'il y ait vraiment un système pour importation. Cela fait qu'il y a une totale discoordination entre toutes les autorités importatrices et vraiment un contrôle très, très faible. Après, il n'y a aucune transparence non plus avec les flottes, les chaînes d'approvisionnement et quels sont les bénéficiaires de ces flottes. Donc, pourquoi c'est un problème? Parce que vous pouvez peut-être identifier un bateau à niveau, imaginez que vous voulez faire une évaluation des risques de votre chaîne d'approvisionnement ou vous êtes engagé dans un système de diligence due. Et qu'à un moment donné, vous savez la liste des bateaux qui étaient dans les certificats de capture de l'importateur ou vous êtes un importateur et vous savez ces certificats de capture. C'est vraiment très, très difficile d'identifier si ce bateau est une liste ou est associé à un transformateur ou à un bénéficiaire qui n'est pas en train d'implémenter des bonnes pratiques. Pour un exemple seulement, l'Organisation régionale de pêche du Pacifique Sud, qu'on vient de dire, que je viens de dire, qui est la plus avancée, n'a pas une liste de bateaux IUU publiée. Donc, tous les bateaux qui sont en train de faire du IUU dans le Pacifique Sud ne sont pas listés aucune part. Comme je disais avant, tout ce manque de coordination et d'harmonisation entre les mesures de marché. Donc, il y a les certificats, les schèmes de certificats de capture que, par exemple, le Japon a commencé à implémenter maintenant, mais ils ne sont pas capables de vraiment arriver à des accords bilatéraux avec les pays qui doivent tamponner les certificats. Et puis, un peu aussi la question que je disais avant, comment vérifier l'information. Tout est en papier. Donc, en papier, c'est vraiment un moyen très, très faible de contrôler. Donc, là, il y a dû avoir une petite erreur avec la... Bon, je voulais un peu montrer les limitations des risques des systèmes d'importation, mais par une question, je voulais montrer celle de l'Europe parce que nous sommes en France et je voulais vous montrer les limitations de celle de l'Europe. Bon, il y a dû avoir une erreur avec la slide, mais bon, pratiquement, c'est ce que je venais de dire, non? Les limitations du système d'importation en Europe, ça c'est pour les États-Unis. Je m'excuse parce que ce n'est pas
la bonne slide, mais je vais vous renvoyer avec la bonne information la présentation. Mais principalement, c'est ça. En Europe, les faiblesses associées au système d'importation sont associées aux certificats de capture qui ne sont pas suffisamment performants ou ne sont pas suffisamment clairs par rapport à la véracité des données, surtout des bateaux. Et après, le système des cartons rouge, carton jaune, apparemment, quelqu'un avait proposé un carton jaune, un pays contractant de l'Union européenne avait proposé un carton jaune pour la Chine. Et bon, il y a une très vraiment faible orientation entre la politique des marchés européenne et la politique vraiment pour éviter les IUU, parce que bon, il y a des claires évidences des problèmes avec les flottes chinoises qui opèrent un peu, comme on dirait, un peu de n'importe quoi, mais personne n'a proposé encore, et quand la carte jaune ou carte rouge a été proposée pour la Chine, ça a été refusé immédiatement par d'autres intérêts dans l'Union européenne et l'Union des marchés. Donc, c'est vraiment parfois très difficile de confier 100% à ça. C'est pour ça que nous considérons qu'il y a des mesures additionnelles que les importateurs et les acheteurs, notamment des produits d'Encornet, peuvent mettre en place pour améliorer et pour s'assurer et diminuer les risques. Donc, quelles sont ces recommandations? Donc, nous avons développé un document avec des recommandations plus génériques ou des recommandations plus spécifiques à l'heure d'acheter des encornets. Et ce sont des recommandations qui peuvent être adoptées dans votre politique d'achat. L'idéal serait que ces politiques d'achat soient publiques, soient mesurables. On n'est pas vraiment très amis dans SFP du boycott. Donc, au lieu, ces recommandations sont vraiment établies à niveau des risques. Non? Quels sont les risques quand vous achetez A, B, C et quelles sont les solutions que nous proposons ou quels sont ceux que nous recommandons pour diminuer ces risques ou pour aborder ces risques-là. Donc, il y a d'une part des recommandations génériques par rapport à toute importation de n'importe quel produit. Et c'est vraiment des mesures, des bonnes pratiques du point de vue du marché, c'est avoir des engagements publics par rapport à la durabilité et demander toujours la meilleure traçabilité dans votre chaîne d'approvisionnement. Conduire de la diligence due dans votre chaîne d'approvisionnement. Et ceci est notamment relevant pour les industries européennes parce qu'il y a un règlement que l'Union européenne veut approuver d'ici la fin de l'année pour être effectif en 2024 probablement, avec la nécessité de faire de la diligence due dans toutes les chaînes d'approvisionnement de n'importe quel produit. Je sais que la France a commencé déjà aussi à développer à s'avancer un peu au règlement européen. D'après ce que j'ai entendu, je ne suis pas très familiarisée avec ceci, mais dans tous les cas, nous recommandons de faire toujours cette diligence due. Et ça, c'est une des choses que la table ronde voudrait aborder. Essayer de trouver un schéma, un outil qui puisse faciliter ce travail aux compagnies, notamment pour des produits de la pêche qui sont très faibles en termes de transparence et traçabilité. Il faut vraiment travailler avec vos fournisseurs, vraiment travailler avec tous vos stakeholders de votre chaîne d'approvisionnement pour collecter et avoir la meilleure information et la plus complète information des produits que vous avez. Et normalement, bon, ici, on parlait, comme je disais, j'ai dû faire une erreur quand j'ai ouvert la présentation. Ici, on parlait un peu plus du SIM, mais c'est vraiment aussi à niveau demande aux gérants et aux politiciens de vraiment améliorer toutes ces questions-là. Par exemple, la digitalisation des certificats de capture en Europe, c'est quelque chose qui va venir, mais qui n'est pas venu encore. Et il y a des points d'entrée en Europe, notamment aux Pays-Bas, notamment le Portugal, où nous voyons que lorsqu'il y a un carton jaune, il y a beaucoup d'évidences à propos de ça, nous voyons qu'il y a des grands volumes qui rentrent par certains ports européens parce que l'implémentation et la mise en œuvre de la règlement IUU
est vraiment différent d'un pays à un autre. Les contrôles sont vraiment différents de ce qui se passe d'un pays à un autre. Et l'Espagne a démontré être un des pays plus forts en termes d'inspection de pêche. Et donc, on a vu beaucoup de volumes qui rentraient avant par les ports espagnols qui ont été déviés à d'autres ports. Ce qui fait vraiment une désharmonisation et un problème en interne en Europe, parce qu'une fois que le produit a entré en Europe, le produit est, entre guillemets, légalisé, parce qu'il a été accepté dans les marchés communautaires. Donc, ça pose aussi un risque pour tous les opérateurs et aussi une perte économique pour les pays ou les ports qui sont plus performants en termes d'inspection, parce que ces ports commencent à perdre du travail, non? Et du volume. Donc, surtout, se soutenir aussi quand c'est possible sur des FIP et des pêcheries certifiées, mais bon, ce n'est pas le cas pour les encornés. Ces recommandations un peu plus en détail pour l'achat des encornés sont vraiment basées en deux piliers. D'une part, regarder au niveau pêcherie, identifier les noms du produit, être sûr que vous êtes capable d'identifier les noms du produit, la zone de pêche, les pavillons, le plus d'informations que vous pouvez avoir, non? Si il se trouve que votre pêcherie est certifiée ou a un profil Fish-Source. Fish-Source, c'est la base de données que SFP utilise pour collecter toute l'information et qui est un profil c'est un outil qui est vraiment du domaine public que nous maintenons à jour de façon annuelle, surtout pour les encornés. Donc, vous pouvez aller sur cette base de données qui a des indicateurs, non, pour mesurer la performance de la pêcherie. Donc, nous considérons que les risques diminuent quand ils viennent de pêcheries qui sont vraiment avec ces indicateurs-là. Le document de recommandation est plus développé. Ici, c'est juste un résumé, donc je peux le partager avec vous aussi, avec des définitions plus claires. Mais bon, principalement, on établit 3 niveaux de risques. Les risques plus bas, les risques médiums, quand les profits sont moins performants. Et notamment, là, il y a une différence entre les pêcheries qui sont développées dans les eaux côtières, par exemple le Chili, le Pérou. Bon, on croit que les risques des pêcheries artisanales qui sont en train de se développer dans des pays sont surtout associés au IUU et associés aux abus des droits de l'homme diminuent. Surtout à IUU. On ne va pas encore parler des droits de l'homme parce que pour ça, on est en train de développer d'autres outils. Mais après, vraiment, si vous êtes en train d'acheter Squid Snail ou l'Oligo SPP, Océan Indien, sont vraiment identifiés la zone de pêche, sont vraiment identifiés l'espèce, là, il y a vraiment un risque et un problème de savoir qu'est-ce qui se passe au long de la chaîne de distribution, parce que cela veut dire que vous n'êtes pas capable d'arriver à la source. Et ça pose vraiment un problème. Donc là, quand on catégorise des high risk, notre recommandation, ce n'est pas arrêter ou stopper d'acheter. Notre recommandation, c'est vraiment d'engager dans un dialogue dans toute la chaîne d'approvisionnement et faire cette diligence due et faire ces analyses de risque et essayer d'arriver vraiment à la source. Pas au bateau, mais par exemple, quand on dit l'Inde a beaucoup de zones de pêche, Kerala, Andhra Pradesh, Goa. Donc, vraiment, parfois, on n'est même pas capable d'arriver à la zone côtière qui est en train de pêcher ces encornés. Et ça, c'est important. Il faut vraiment aller et commencer à poser des questions plus inconfortables aux fournisseurs. Et après, on a considéré on a fait quelques considérations particulières qui vont être inclus, surtout pour vous, pour que vous les sachiez, qui vont être inclus dans n'importe quelle analyse de risque que vous allez faire. Pourquoi? On ne l'a pas inclus directement dans ces risques parce que, par exemple, si vous allez dans l'encorné de Boston, qui est certifié MSC, qui rentrerait dans ces profils-là, bon, les États-Unis, c'est un pays qui n'a pas ratifié la Convention 188 de la Organisation internationale du travail. Donc, il y aurait un peu une controverse entre ce que nous sommes en train de recommander en haut et en bas. Donc, pour ça, c'est vraiment le cas par cas, mais ces considérations doivent être là. Et nous avons développé un indicateur qui s'appelle Human Rights Risk Indicator, qui tient compte de ces considérations-là, mais aussi le Global Index, Slavery Global Index,
et autre considération qui peut aussi mesurer un peu la qualité ou le risque d'avoir des problèmes et abus des droits de l'homme. La seconde partie de ces recommandations, c'est vraiment avoir un œil. Donc, la première, c'est identifier la pêcherie, identifier la source. Ce n'est même pas identifier le nom du bateau, mais vraiment identifier la pêcherie d'origine. Si ça vient d'une eau côtière, d'une eau internationale, le pavillon du bateau. Ici, vraiment, quand on parle de la deuxième partie, c'est là où on centre un peu l'attention sur la nécessité de traçabilité et la nécessité de diligence due. Donc, ça, c'est vraiment ces piliers. Une fois que vous savez identifier la source et vous savez un peu l'état de la pêcherie, vous devez aller un peu dans cette partie-là, dans laquelle je ne vais pas rentrer beaucoup en détail, mais basiquement, ça serait identifier tous les pas sur lesquels le produit a passé. Depuis le débarquement, on est en train d'inclure les transbordements et tous les factories, toutes les plantes de transformation sur lesquelles, les unités de transformation sur lesquelles cette matière première a passé. Et donc, ça, c'est important. La Chine, c'est un hub de transformation. Et nous avons retrouvé sur beaucoup de rapports qui sont publiés, comme je disais dans la librairie, des rapports des grandes corporations chinoises qui sont bénéficiaires, qui ont beaucoup des unités de transformation, qui sont en train de transformer de la matière première. Vous pouvez me dire, bon, bah, moi, je suis sûre que mon fournisseur en Chine, il m'a donné le certificat de capture du ILEX de l'Argentine. Je sais qu'il y a, oui, mais cette même corporation chinoise et ces mêmes plantes de transformation sont en train de recevoir des matières premières de la Corée du Nord, des matières premières de l'océan Indien, des bateaux qui sont engagés dans la pêche illégale. Donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, dans un rapport, vous pouvez vous voir mêlé d'un fournisseur qui, même si votre matière première est assurée, n'est pas engagé dans des bonnes pratiques. Donc, le risque va finalement aussi tomber sur vous parce que, bon, vous êtes en train de faire des business avec quelqu'un qui n'est pas ou qui peut même mélanger la matière première à l'origine, surtout quand on parle des produits qui viennent des pâtes ou qui viennent d'un mélange. Non? Donc, les risques sont là. Les risques sont là et nous les avons identifiés. Et c'est là vraiment la Resource Library dans laquelle j'ai parlé. Vous avez le lien ici, mais je vais vous l'envoyer. Et d'autres ressources que vous savez, c'est notre site web où nous publions absolument pratiquement toute l'information. Vous pouvez devenir partie prenante de la table ronde. Il y a certaines conditions. Il y a une contribution initiale de $3,000 qui sont destinées justement à développer toute cette information-là, à faire des partenariats avec des entreprises qui vont pouvoir faire des analyses des risques qui sont partagées avec les membres, les participants de cette table ronde. Et nous avons d'autres ressources qui sont vraiment publiées, comme des rapports sectoriels, toute l'information qui est du domaine public du travail de la table ronde. Il y a d'autres tables rondes. Nous faisons aussi des rapports. Par exemple, il y a un rapport très intéressant sur les responsabilités légales des importateurs en Europe qui compile tout ce qu'un importateur devrait faire en Europe et avec des exemples. Et ça, c'est accessible aussi à notre web en analyse de tout ce qu'un importateur devrait faire pour importer pareil, pour un raison, j'ai pris celui des États-Unis parce qu'on a fait 2 rapports, États-Unis et l'Union européenne. Et puis, cette librairie que nous alimentons de façon régulière avec des informations et des rapports qui sont dans les domaines publics. Et avec ça, j'ai fini pratiquement en temps. On est pratiquement en heure, mais j'ouvre le temps pour des questions, si vous voulez. Ou des commentaires, ou des... C'est ouvert à...
Oui, rebonjour Amélie de la société Crustamar. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant. On est une société d'importation située à Nantes, en France. Et du coup, c'est vrai que ça paraît assez compliqué d'avoir tous les éléments de traçabilité, comme vous avez expliqué. Enfin, c'est vrai qu'on se sent un peu impuissant par rapport au à la pêcherie mondiale, à tous les intervenants qui peuvent être impliqués, tous les pays différents, etc. Et je vois à notre échelle, c'est très difficile d'avoir toutes les informations. Vraiment, c'est c'est pas facile du tout. C'est Donc, importateur, premier importateur en Europe, non? Vous importez directement la matière première oui, bah oui, oui. Après, on peut importer via aussi des intervenants espagnols, beaucoup. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'on importe aussi directement de la matière première du Pérou, notamment du gigas, du coup. Donc là, on est un peu plus, quand on est importateur direct, on peut avoir les informations, mais c'est vrai qu'il y a tellement de bateaux qui interviennent, tellement de pêcheurs, etc., que Par voilà. exemple, pour le Pérou, je peux dire que c'est vrai que je n'ai pas rentré en beaucoup de détails, mais juste une petite aperçu. Le Pérou, on avait soutenu le lancement d'un FIP dans les eaux côtières du Pérou. Et en parallèle avec ceci, c'est vrai qu'il y a un intérêt croissant pour le label MSC. C'est vrai que le label MSC, ce n'est pas l'intérêt final des SFP parce que c'est un écolabel pour les marchés, mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la situation de la pêcherie et la situation des pêcheurs au Pérou. Donc, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec la situation au Pérou, mais il y a 7 ans, il s'agissait d'une flotte des personnes, on va parler des personnes parce que je pense que c'est important, qui n'étaient pas enregistrées. Des personnes qui pêchent, qui Mhm. fabriquent un bateau dans son garage et qui sortent en mer. Et que pour améliorer les conditions de son bateau, doivent aller dans les marchés noirs demander un crédit et non pas de reconnaissance. Et des personnes qui sont décédées en mer avec un accident et personne ne le sait. Donc, une des priorités pour SFP et pour le projet que nous avions lancé, c'était la formalisation de tous ces pêcheurs-là. Et il faut dire que ça a été un succès. Ça a été très, très compliqué, surtout avec la pandémie et l'instabilité politique au Pérou. Mais maintenant, il y a dans les chemins de 12 000 Péruviens en être dans un procès de formalisation reconnu par les gouvernements avec une licence de pêche, avec la sécurité sociale et avec des accès. C'est si simple que l'enregistrement des pêcheurs. Ils sont identifiés. Donc, ça, c'est un succès pour le FIP. Après, si le MSC est atteint ou non, ça, c'est quelque chose qui va venir après. Mais pour nous, ceci, c'était vraiment une priorité. Donc, jusqu'à maintenant, ça, c'est une question qui s'est soulevée beaucoup. Jusqu'à maintenant, qui validait des bateaux qui ne sont pas enregistrés et qui étaient en train d'arriver en Europe? Qui validait ces certificats de capture avec des noms de bateaux? Parce que les bateaux commencent à avoir des licences de pêche et des noms d'immatriculation maintenant. Qui faisait ça il y a 6, 7, 10 ans? Quelle était l'information sur les certificats de capture qui rentraient en Europe? Et maintenant, on est en train d'établir des listes publiques. Il y a tout un site qui a été créé au Pérou. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif des SFP. Arriver à avoir des pêcheries responsables. Le MSC, c'est très important, mais le MSC est pour des pêcheries qui ont déjà passé ces étapes-là, qui sont déjà performantes et que la question sociale surtout est abordée, mais ici, ce n'était pas le cas. Donc, pour Pérou, moi, je vous dirais, pour les dosidicus, si on va dans la définition des recommandations que j'avais fait, bon, bah, c'est beaucoup plus sûr d'acheter à des opérateurs péruviens qui sont intégrés dans les FIP ou qui vraiment peuvent assurer que ces bateaux sont dans le procès de la formalisation que d'acheter de la matière première au Pérou qui a été débarquée par des bateaux chinois. Ça, Ouais. c'est par exemple un exemple de comment commencer à établir des limites et des priorités à l'heure d'acheter de la matière première. Donc, c'est vraiment ce que nous sommes en train d'essayer avec ça. Nous sommes en train d'essayer de développer de l'information et de mettre à disposition des outils pour faire ce travail un peu plus facile pour l'industrie. Mais il faut vraiment un engagement. Ce que nous attendons, c'est que les importateurs s'engagent
avec des politiques d'achat strictes et qui commencent à demander et qui commencent à faire des changements et qui commencent à mettre en valeur la transparence et la traçabilité et à partager de l'information aussi avec des organismes qui vont faire ces analyses de risques. Parce que à la fin du jour, c'est ce qui est l'important pour nous. Pour atteindre vraiment les objectifs que nous avons développés, nous avons besoin de plus de représentativité de la part du marché. Donc, je vous invite à tous ceux qui vous êtes ici, si vous êtes importateur, à rejoindre le groupe ou au moins à le considérer. À Barcelone, nous allons faire un événement. On va avoir un événement, on va organiser une présentation, on va avoir un stand aussi. Donc, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, envoyez-moi un mail et je vais vous envoyer l'invitation et on peut se rencontrer là-bas ou établir une réunion séparément pour discuter sur vos préoccupations plus en petit comité. D'autres questions ou commentaires? Bon, c'est vraiment, les gens sont timides toujours avec ces questions-là. Mais comme je disais, n'hésitez pas, vous savez mon email. J'aimerais bien, si vous voulez m'envoyer un email juste pour dire que vous avez participé, à avoir vos contacts, parce que je n'ai pas les contacts de tout le monde peut-être. Et comme ça, je peux continuer, si vous êtes intéressé, à vous inclure dans une liste de distribution d'informations. Et comme j'ai dit, je suis dispo pour parler en petit comité ou séparément pour revoir ces soucis que vous pouvez avoir ou ces problèmes et comment les aborder, comment vous aider à continuer. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je ne veux pas vous prendre plus de temps. Et je vous remercie à tous pour avoir participé aujourd'hui ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.